Émeutes et scènes de pillage à Vaux-en-Velin, cette banlieue de Lyon livrée à la rue suite à la mort controversée d'un jeune homme. Retour en France pour Béatrice Saubin après 10 années passées dans une prison de Malaisie. Tennis, Fabrice Santoro battu en finale à Toulouse par le Suédois Jonas Svensson. Jacques Calvet, PDG de PSA, est le grand témoin du 19-20 ce soir. Quelle Europe face à la concurrence du Japon? Quel avenir pour le marché automobile français? Jacques Calvet commente également avec nous l'actualité du jour. Bonsoir. Et d'abord des scènes de pillage, des magasins et des voitures incendiées. Véritable émeute depuis hier soir à Vaux-en-Velin, près de Lyon. Depuis la mort d'un jeune homme dans un curieux accident de la circulation, la fureur de vivre de 500 jeunes gens s'est transformée en rage de tout briser. Sur place, Carole Denay. Vaux-en-Velin crie sa haine. C'est dans le quartier du Mas du Taureau que la révolte a commencé. Peu après 14 h, les jeunes ont envahi la place et mis le feu à l'Intermarché. Dans leurs mains des pierres, dans leur rage, le souvenir de Thomas Claudio, mort hier après-midi, avenue Maurice Thorez. Violence de rue entraînant la violence des pierres, ils s'en prennent plus tard au centre commercial. Dans un premier temps, seuls les pompiers tentent d'intervenir, les incendies font rage, puis les CRS se mettent en place derrière le centre commercial. Ils maintiennent leur position et répondent aux pierres par des bombes lacrymogènes. Les deux camps se font face. En ce moment même, les affrontements continuent. Alors je vous le disais, c'est la mort controversée d'un jeune homme hier soir qui est à l'origine des faits. Enquête, Carole Denay, Patrice Didier. Au plâtre, c'est la police. La police qui me l'a tué. La police, pas personne d'autre. C'est la police maintenant. Son fils s'appelait Thomas Claudio, il avait 21 ans, passager sans casque d'une moto, le pilote en avait un, victime d'une collision avec une voiture de police. C'était hier après-midi à 15 h 30, avenue Maurice Thorez. Un témoin, le conducteur de la voiture qui suivait la police, l'homme a voulu garder l'anonymat. Voilà, je circulais derrière la voiture des policiers. Quand tout à coup, il y avait une moto qui venait en face de nous. Sur sa voie, il tenait sa voie normalement. Et comme tout à coup, sans jouer au phare, sans rien du tout, sans mettre de clignotant, la voiture de police, elle a littéralement coupé la route au motard. Quand le motard, il a percuté la voiture de police, c'est à ce moment qu'il y a eu le choc. Hier, la réaction fut immédiate. Dès 21 h 30, les amis de Thomas, les jeunes du quartier, mettaient le feu à des voitures. Incendie, rodéo, un seul objectif, faire venir la police pour lui faire payer ce que tous considèrent comme un crime. Déjà, depuis quelques mois, les jeunes du quartier se sentaient harcelés par une présence policière trop visible à leurs yeux. Hier soir, ils voulaient commencer à dire non. Finalement, vers minuit, l'affrontement eut lieu avec les CRS. Vers 2 h 30 du matin, le calme était revenu, mais les esprits restaient chauds. C'est parti pour dégénérer, ça va dégénérer. On est décidé maintenant, dès qu'une voiture de police passe, les jets de pierre iront de tous les côtés. Quitte à aller en prison, quitte à recevoir, mais on peut plus, on peut plus. Et curieusement, la commune de Vaux-en-Velin s'enorgueillit depuis quelques années d'avoir su éviter les pièges traditionnels de la banlieue, des équipements de loisirs, des efforts socio-éducatifs pour éviter les déchirements habituels dans les cités dortoirs. Marie-Claire Thiers. Vaux-en-Velin, une cité dortoir aux portes de Lyon, de quelques 50 000 habitants, en majorité immigrés. Une commune où le chômage frôle les 20% et où la moitié des 15 000 habitants des UP ne sont pas imposables. Mais la cité ne veut pas ressembler à sa trop célèbre sœur, la cité des Minguettes. Alors, le maire multiplie les initiatives pour aider les familles les plus défavorisées à ne pas sombrer. Exemple, la création d'un fonds d'aide aux 3000 locataires en situation d'impayés ou la réhabilitation des quartiers les plus touchés par la délinquance. La ville propose l'escalade tout court pour éviter celle de la violence. Une tour d'escalade a été aménagée sur le mur d'un immeuble HLM où les enfants des écoles viennent apprendre à grimper dans le cadre du tiers-temps pédagogique. Pour cette réalisation, 2 ans de travaux, 5 millions de francs et un résultat tangible, la petite délinquance est en chute libre. Prochain projet, la construction d'un stade parapente là-bas, derrière les tours. Alors Jacques Calvet, les cités dortoirs existent bien sûr près des grandes villes, elles existent aussi près des grandes industries. Vous vous sentez concerné aussi par la dimension sociale hors de l'entreprise?
Oui, enfin notre responsabilité première est bien entendu celle de la situation sociale à l'intérieur de l'entreprise, mais je me sens tout à fait concerné par le chômage. Alors je ne sais pas du tout si ce grave accident a quelque chose à voir avec le chômage, mais je crois, nous parlerons tout à l'heure de la concurrence japonaise, je crois que la responsabilité de chacun, et il semble que la mairie ait fait beaucoup de choses dans ce domaine, je crois que la responsabilité de chacun est de donner une capacité d'avoir un emploi et de vivre à tous ces jeunes qui autrement se demandent un petit peu quel pourrait être leur avenir. Alors concrètement, autour des entreprises, vous êtes d'ores et déjà prêt à favoriser un certain nombre d'activités socio-éducatives. Vous le faites déjà, mais que peut-on faire de plus dans des grandes villes comme celle de Lyon et surtout dans leur banlieue et leur agglomération? Écoutez, nous sommes surtout importants dans un certain nombre de bassins d'emploi moins importants que Lyon. Nous le sommes à Sochaux, nous le sommes à Mulhouse, nous le sommes à Rennes, qui est une ville très importante, et nous essayons d'avoir le maximum d'interventions dans la vie de la cité, notamment à Sochaux, à Rennes et ailleurs. Nous avons des accords avec des lycées, des collèges d'enseignement technique pour arriver à ce que les enseignements permettent de trouver un emploi et que nous-mêmes nous aidions les jeunes à mieux voir ce qu'est la vie dans une usine automobile. Le retour discret de Béatrice Saubin, après 10 années passées dans une prison de Malaisie pour trafic de drogue. La jeune Française est arrivée ce matin à Roissy, consciente finalement d'avoir évité le pire. Éric Thibault. 11h30, Béatrice Saubin franchit enfin la porte de sortie de l'aéroport de Roissy. C'est la bousculade. La jeune femme est arrivée une demi-heure plus tôt par avion de Kuala Lumpur. À 30 ans, elle a passé le tiers de sa vie dans les prisons malaises. Aussitôt, la jeune Française s'engouffre dans la voiture de Maître Lombard. Elle ne fait aucune déclaration. Béatrice Saubin semble tout simplement très émue. Mais elle n'a jamais connu l'enfer en prison. Elle a été en Malaisie une prisonnière véritablement particulière. D'abord, elle a appris le malais, s'est intégrée, elle a très vite cessé d'être une étrangère, au sens où les Malaisiens l'ont vraiment acceptée. Elle a porté les habits locaux, elle a donné des cours aux femmes d'officiers, des cours d'aérobic, et puis alors, depuis 2 ans et demi, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est elle était en charge complète de la clinique de la prison. C'est-à-dire que c'est elle qui faisait les piqûres, et que c'est elle qui avait la totale responsabilité de toutes les maladies des 700 prisonnières. Ce comportement de Béatrice a largement favorisé sa remise de peine. Actuellement, la jeune femme se repose chez des amis dans la région parisienne. Un nouvel attentat a été commis hier soir en Corse, au moment où la confusion la plus extrême semble régner parmi les nationalistes. L'opération du week-end a été montée contre la cave vinicole et la maison de son propriétaire, originaire d'Algérie. Les bâtiments ont été soufflés, vous le voyez, par 4 charges d'explosifs. Cette nouvelle opération laisse les enquêteurs sceptiques quant à la véritable identité de ses auteurs. À l'étranger, la situation toujours confuse au Rwanda. Les affrontements se sont poursuivis autour de la capitale, Kigali. Affrontements parfois très sévères, comme l'ont confirmé aujourd'hui les 150 Français rapatriés sur Paris. Marc Mémon. Tôt ce matin, 150 Français ayant fui les combats au Rwanda sont arrivés à Roissy. Ils témoignent sur les violences qui secouent ce pays depuis 8 jours. On entendait de partout des balles qui sifflaient. On n'est pas loin de la mission de coopération. Il y a eu un trou fait par une roquette, on ne sait pas trop par quoi. Il y avait des morts et des blessés sur les trottoirs du centre à Kigali, mais c'est une information qui nous a été communiquée par l'ambassade de France, mais elle n'a jamais été confirmée et en plus elle n'a jamais été quantifiée. Sur place, les 300 soldats français envoyés vendredi ont pris position aux abords de l'aéroport. Ils assurent l'évacuation de nos ressortissants. Mais l'envoi de ces renforts militaires répond aussi à un appel à l'aide du gouvernement rwandais. L'armée rwandaise se livre à des rafles de Tutsis, l'ethnie minoritaire, mais aussi d'opposants au régime du président Habyarimana. Des diplomates français en poste à Kigali ont confirmé aujourd'hui des arrestations au sein de l'état-major de l'armée, signe que la rébellion dépasse largement le cadre d'un conflit interethnique entre Tutsis et Hutus. Monsieur Calvet, nous parlions à 19h des répercussions éventuelles de la crise du Golfe sur l'avenir économique de votre entreprise dans les pays arabes, les pays africains, le Togo, le Rwanda, la Côte d'Ivoire hier ou peut-être demain. Vous êtes particulièrement attentif, vous vous sentez menacé concernant votre expansion économique en Afrique et dans le tiers-monde en général?
Je me sens surtout très attristé par l'évolution du continent africain, parce que j'aime beaucoup l'Afrique. C'est un continent où je suis allé très très souvent, et je parle à la fois du Maghreb ou du Machrek, mais aussi des États subsahariens au sud du Sahara, et je suis tout à fait navré de voir les problèmes économiques très sérieux et très graves que certains d'entre eux rencontrent, et puis ces espèces d'opposition d'ethnie qui sont tout à fait regrettables. Il faut absolument que ces États arrivent à retrouver leur cohésion. Alors nous sommes très importants en Afrique, nous sommes le plus souvent les premiers vendeurs d'automobiles, mais encore une fois, ce qui est important, c'est que ces pays retrouvent une certaine prospérité. Et cette prospérité, cette cohérence, les peuples expriment peut-être aussi une volonté de démocratie? Vous êtes favorable au multipartisme en Afrique? Écoutez, il faudrait être africain pour pouvoir répondre à cette question. En Europe, je suis bien entendu favorable au multipartisme. Alors en Afrique, la question est peut-être différente, je ne sais pas. L'Europe, toujours au cœur de l'actualité. Aujourd'hui, près de Venise, en Italie, les 12 ministres des Affaires étrangères de la communauté ont balayé le terrain de leurs divergences pour la définition d'une véritable union politique, sans pour autant lever tous les blocages. Sur place, pour la 3, Jean-Marie Belin. La réunion de Venise a permis de souligner une évidence. Parler d'union politique n'a pas de sens sans définir une politique étrangère commune et donc aussi une politique commune de sécurité. C'est la première fois que le problème est posé dans des termes aussi clairs. Le document de la présidence italienne est d'ailleurs sans ambiguïté. Il va même jusqu'à proposer que les compétences de l'UEO, l'Union de l'Europe occidentale, c'est-à-dire l'Europe de la défense, soient progressivement transférées à la communauté. Bien sûr, certains veulent aller plus vite que d'autres, les Français, les Italiens et les Allemands. D'autres, comme les Anglais, disent oui, mais ça va trop vite, n'anticipons pas. Dans 3 semaines à Rome, les patrons de la CE devront dire jusqu'où ils veulent aller dans cette fameuse politique étrangère commune, y compris en matière de sécurité. Mais franchement, qui aurait cru il y a quelques mois encore que ce sujet de la politique étrangère commune serait simplement à l'ordre du jour? C'est la crise du Golfe, nécessité fait loi, qui a considérablement accéléré le processus. Il y a quelques mois, bien franchement, je considérais qu'après l'objectif 92 et ses corollaires, les politiques communes, ce qui était important, le relais, la relance de la relance, si je puis dire, était prise par l'Union économique et monétaire. Le fait d'avoir aujourd'hui en plus l'Union politique correspond à une accélération de l'histoire. Mais dites-moi ailleurs, est-ce que l'histoire ne s'accélère pas? Alors nous aussi, nous devons accélérer. Alors l'Union politique, Monsieur Calvet, nous en parlions à l'instant, avance plus vite que l'union économique, pratiquement. Vous avez parlé longuement cette semaine de la menace japonaise. Vous avez pris position en demandant à Bruxelles d'imposer aux Japonais 10 ans d'auto-limitation, en quelque sorte. Vous pensez que les constructeurs européens vont réussir à convaincre les hommes politiques de cette nécessité? Je crois que les hommes politiques sont tout à fait conscients qu'une politique européenne doit être faite d'abord pour les Européens, pour l'emploi européen, on a parlé de veau en Velin tout à l'heure, pour la technologie européenne, pour le niveau de vie européen. Par conséquent, des hommes politiques ne peuvent pas être indifférents à ce que nous disons, mes collègues et moi-même. Mais avant même de parler des Japonais, ma conviction, et j'ai été frappé d'ailleurs de voir le président de la République dire beaucoup mieux que moi quelque chose d'assez comparable hier, ma conviction est qu'on ne peut pas continuer après la libéralisation des pays de l'Est européen, après les événements du Golfe où nous avons vu les États prendre des positions très différentes les uns des autres, avec toutes les difficultés qu'on peut avoir en matière monétaire et autres, je crois qu'on ne peut pas continuer sur la base de la communauté à 12, telle qu'elle avait été organisée par ce qu'on appelle l'acte unique de 1985, sans se reposer des questions. Alors quelles questions? D'abord, quel sera le vrai territoire de l'Europe? Est-ce que ce seront seulement les 12 ou est-ce qu'il faudra y ajouter les anciens pays du Comecon? Les pays de la zone de libre-échange, la Suède, l'Autriche, la Suisse et également les pays de l'Est européen. Il faut définir cela. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire de l'Europe? Est-ce qu'on veut faire, comme l'a dit le président de la République hier, je crois, une Europe vraiment politique, avec une domination, comme c'est dans tout pays démocratique, de l'administration, de la bureaucratie par la politique?
Ça me paraît tout à fait indispensable. Il faut regarder ce problème. Et puis enfin, quel type de politique extérieure voulons-nous avoir vis-à-vis des pays hors Europe? Là, M. Delors parlait de la politique étrangère. Moi, je regrette depuis 1985, depuis l'acte unique, qu'on ait prévu un marché unique intérieur sans avoir l'autre volet qui est intimement lié au premier, celui de la politique commerciale extérieure commune vis-à-vis notamment du Japon. Alors, il faut maintenant s'arrêter, se mettre autour d'une table, tous les chefs d'État et de gouvernement, et redéfinir ce qui est fondamental pour nos jeunes, pour leur avenir, pour la prospérité de la France et de l'Europe, l'Europe dont on veut. On ne peut pas continuer sur les bases antérieures et laisser des administrations de Bruxelles ou des commissaires faire ce qu'ils ont à faire de raisonnable d'ailleurs, mais sur une lancée qui me paraît maintenant complètement dépassée. Alors, Monsieur Calvet, écoutons sur ce sujet la position de Raymond Lévy, le PDG de Renault. Il répond aux questions d'Henri Loret. Il est probable d'ailleurs que certains constructeurs cherchent à se constituer des glacis, des protections en prévision de la concurrence japonaise. Alors je crois qu'ils ont tort. Au fond, moi je regrette un tout petit peu que, en prévision de quelque chose qui sera une espèce de guerre économique extérieure, il se déroule en Europe une espèce de guerre civile économique. Je crois que c'est très dommage. Bien sûr, le consommateur peut s'imaginer qu'il y trouve provisoirement son compte, mais provisoirement seulement, il ne faut pas se tromper. Le jour où les plus forts, si ce sont les Japonais, le jour où les plus forts auront éliminé les plus faibles, eh bien, le consommateur sera soumis à la loi du plus fort. Et il payera les voitures chères au prix du plus fort, comme il paye actuellement l'électronique japonaise, la photo japonaise ou la moto japonaise. Alors, la guerre des prix entre constructeurs européens, comme le dit M. Lévy, elle fait peut-être le jeu des Japonais, elle fait surtout le grand bonheur des consommateurs. Vous me direz dans un instant si vous êtes d'accord, M. Calvet, mais la guerre des prix existe. Henri Loret. Crise du Golfe ou pas, les Français auront acheté cette année plus de 2 300 000 voitures neuves, record absolu. Et en fait de guerre, celle qui soucie aujourd'hui les constructeurs, c'est plutôt la guerre des prix. C'est vrai qu'il y a parfois, de temps à autre, et c'est le cas en ce moment, des guéguerres, je dirais, de promotion. Alors pourquoi nous les faisons? C'est vrai que ça stimule à la fois un marché, ça stimule aussi nos équipes de vente, je pense. Financement et promotion en tout genre, reprise 7000, série spéciale, ristourne non affichée, tout cela en vérité fait déjà partie de la panoplie des pratiques ordinaires. Depuis de nombreuses années, beaucoup de constructeurs ont pratiqué une guerre des prix officieuse, soit au travers de crédits à taux bonifiés, de crédits décalés, soit au travers de reprises sur des voitures d'occasion. Et cela, c'est une guerre des prix, parce que le consommateur le ressent quand il achète la voiture. En fait, il n'achète pas la voiture au prix catalogue réel. En somme, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes automobiles si un trublion nommé Ford ne s'était mis en tête de secouer le cocotier des prix. Ford, clairement, fait une guerre des produits. Nous lançons une nouvelle Escort, un nouvel Orion le 4 octobre. C'est la première fois dans l'industrie qu'on offre 3 carrosseries, 3 moteurs au même prix. Il est évident que ça fait jaser. C'est une guerre des prix dans la mesure où je vends à un prix concurrentiel des voitures super équipées qui sont vendues en petit volume généralement. En avoir enfin pour son argent, peut-être une nouvelle façon de rouler dont pourrait profiter une fois n'est pas coutume le cochon de payant d'automobiliste. Alors, Monsieur Calvet, ça vous fait sourire. C'est ça la concurrence. Vous êtes un libéral, non? Je suis un libéral à condition que ce soit une concurrence loyale. Je reviens sur ce qu'a dit M. Lévy. Je n'ai pas un mot à dire à l'encontre de ses propos, qui sont parfaitement fondés à mon avis. J'ajouterai simplement que c'est justement parce qu'en 1985, on a défini une politique intérieure du marché commun et non pas une politique extérieure de la communauté, qu'on a ces phénomènes qu'il signalait de guerre civile à l'intérieur en prévision d'une éventuelle guerre avec l'extérieur. Nous sommes parfaitement d'accord avec lui. Je suis aussi tout à fait d'accord sur ce qu'il dit, sur le fait qu'un consommateur ne bénéficie pas durablement de cette espèce de guerre de prix. Pourquoi ?
Nous avons des marges, vous savez, qui parfois paraissent importantes en valeur absolue, qui sont très faibles et qui correspondent en fait au minimum nécessaire pour payer normalement nos salariés. Et parfois, ils trouvent que ça n'est pas normal. Ils ont raison, non? Non, je ne crois pas qu'ils aient raison. Et pour faire les investissements qui préparent l'avenir, les investissements de recherche, les investissements qui améliorent le confort, la sécurité des conducteurs. Si nous ne pouvons plus faire ces investissements parce que notre marge sera trop petite, c'est bien entendu le consommateur qui en souffrira. Et comme le dit très bien M. Lévy, ça ne durera pas. Il n'y a qu'à voir ce que les Japonais ont fait aux États-Unis lorsqu'ils ont dominé complètement certains segments du marché. Chacun aura noté votre accord parfait avec M. Lévy, Mais le ça PDG de arrive Renault. parfois, ça arrive parfois. Politique, les états généraux de l'opposition consacrés à l'économie. Si hier Jacques Chirac avait tiré à boulet rouge sur la politique du gouvernement, aujourd'hui l'UPF s'est voulu beaucoup plus constructive en formulant des contre-propositions économiques établies notamment autour d'un projet d'allègement des impôts. Reste qu'au chapitre politique, ces états généraux marquent aussi un nouvel équilibre au sein de l'opposition. Michel Lemerle. Et de 5, Madelin et Sarkozy, les pères fondateurs de ces États généraux, ont tout lieu d'être satisfaits. De convention en convention, ils dotent l'opposition d'un véritable corps de doctrine, prémisse d'un futur programme de gouvernement. Là où l'entente entre les hommes était difficile, ils font progresser l'union à travers les idées. C'était sans doute sur l'économie que la tâche était la moins rude. Aucune fausse note pendant ce week-end. Tous les intervenants ont tiré plus fort les uns que les autres sur la politique gouvernementale et ont lu les mêmes pages de la Bible libérale. Ils préconisent notamment la diminution des dépenses publiques, la reprise du programme de privatisation et surtout une baisse des impôts. Le choix de la feuille de paie, au fond, contre la feuille d'impôt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait confiance aux Français. Ça veut dire qu'on veut revaloriser le salaire direct, c'est-à-dire ce qu'il y a sur la feuille de paie. Et baisser le salaire indirect, c'est-à-dire baisser les dépenses publiques et les charges. Et ce n'est pas fini, d'autres conventions sont annoncées sur la justice ou la politique sociale. Alors, Monsieur Calvet, vous vous êtes félicité cette semaine au Mondial de l'Automobile de la politique économique du gouvernement, des mesures intelligentes sur la TVA, avez-vous dit, le capitalisme tempéré dénoncé par Jacques Chirac, vous le trouvez à votre goût? Écoutez, je n'ai pas parlé de capitalisme tempéré, j'ai dit que le gouvernement avait pris de très bonnes mesures concernant la baisse du taux de la taxe à la valeur ajoutée, du taux majoré sur l'automobile et sur la baisse de l'impôt sur les sociétés. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que nous avons un prélèvement public de l'État, des collectivités locales, de la sécurité sociale, qui représente en France à peu près 44% de ce que tous ensemble nous produisons chaque année. Au Japon, c'est 30%. Alors, il est clair qu'il faut d'une part faire ce que fait le gouvernement, réduire le prélèvement public dans son ensemble, mais qu'il faudrait aussi diminuer plus fortement la dépense publique. Alors, il y a un an, vous avez été confronté à un conflit social très dur chez Peugeot. Avant d'en parler avec vous, écoutez ce qu'en dit aujourd'hui un délégué de la CFDT. Les choses ont évolué en matière salariale. Peut-être pas à la hauteur de ce que tout le monde souhaiterait, mais il y a eu des augmentations conséquentes des taux de base, augmentation des taux d'embauche, augmentation du 13e mois, revalorisation de la prime d'intéressement et de participation. Disons que dans l'ensemble des mesures salariales, il y a un mieux par rapport à l'année dernière non négligeable. Mais c'est le climat qui vous semble encore détérioré? Le climat relationnel dans l'entreprise, essentiellement, n'est pas bon. Aujourd'hui, il y a des commandements dans l'entreprise qui sont d'un temps passé. Aujourd'hui, il faut instaurer le dialogue dans l'entreprise. C'est important et on n'y est pas encore. Monsieur Calvet, vous est-il arrivé de vous dire que vous aviez commis des erreurs l'année dernière dans la gestion de ce conflit? Il m'est arrivé de me dire que beaucoup de gens avaient commis des erreurs, et moi aussi sûrement, mais peut-être aussi certains partis qui s'étaient réunifiés sur mon dos, et certains journalistes qui s'étaient laissés un petit peu facilement convaincre par les grévistes. Alors ce que dit M. Bucholzer, qui est un homme tout à fait remarquable et que je connais bien, me paraît inexact quant au climat dans l'entreprise. S'il veut dire que nous sommes tous arc-boutés pour nous battre, pour améliorer la productivité, pour pouvoir sauver l'emploi contre nos concurrents, il a raison. S'il veut dire que nous avons des méthodes de commandement qui ne sont pas des méthodes démocratiques,
et faisant appel à la responsabilité individuelle de chacun, il a totalement tort. Merci Monsieur Calvet, il est 20h, voici le rappel des titres de cette édition préparé par Huguette. Le rappel des titres, Huguette. Le rappel des titres n'est pas prêt? Alors, le rappel des titres de cette édition avec notamment les scènes d'émeute et de pillage à Vaux-en-Velin. Bien. Alors, je peux vous parler aussi de tennis, peut-être, et de la victoire de Fabrice Santoro. La régie ne bouge pas. La défaite, pardon, de Fabrice Santoro cet après-midi en finale du tournoi de tennis de Toulouse. Petit problème de magnéto, semble-t-il, en régie. Il a été battu en 2 manches, Santoro, par le Suédois Jonas Svensson, 7-6, 6-2. Le rappel des titres, c'est possible ou pas? Un dernier mot? Non plus. Alors, pas de rappel des titres ce soir, à titre exceptionnel. Je vous le disais, le tennis, Fabrice Santoro battu en finale à Toulouse cet après-midi. Est-ce que je peux avoir l'image, la régie, s'il vous plaît, Monsieur Calvet? Voilà, vous vivez en direct un match que vous n'avez pas suivi, vous me l'avez dit tout à l'heure à 19h, car vous étiez alors vous-même en train de jouer. Fabrice Santoro, pour sa première finale, a été battu sur le score de 7-6. 6-2, donc face à ce Suédois Jonas Svensson. Et puis, avant de refermer ce journal, sachez aussi que le prix de l'Arc de Triomphe a été enlevé par un poulain britannique enlevé en France, il s'appelle Somares. Voici les rapports du tiercé quarté, 16, 17, 15, 5002 francs 80 dans l'ordre, et puis le quarté plus pour 8 francs, 16, 17, 15 et 2, 27 704 francs 80. Fin de cette édition. Merci, Monsieur Calvet, d'avoir accepté d'être le grand témoin du 19-20 ce soir. Je vous retrouve. Merci beaucoup. Je vous retrouve à 22h15 pour Soir 3. Très bon début de soirée. Et à bientôt, j'espère.